Entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Cérémonie d'ouverture de Notre-Dame ou meeting politique du couple Macron? Avant de répondre à cette question et traiter d'autres sujets, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Frédéric, François Colnat, Philippe Bohen et Stéphane Méline. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages ou diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. On va commencer cet entretien par remercier ceux qui ont permis cette réouverture de Notre-Dame. Un grand merci aux seuls qui devraient être mis à l'honneur aujourd'hui. Architectes, tailleurs de pierre, restaurateurs, ébénistes, artisans, charpentiers, compagnons, vitraillistes, conducteurs de grue, couvreurs, forgerons, pompiers, maçons, sculpteurs, cordistes, restaurateurs d'œuvres d'art, campanistes, échafaudeurs, ingénieurs, doreurs, ornemanistes, fondeurs, ferronniers, serruriers d'art, maîtres verriers et facteurs d'orgue. Oui, la France est fière. Et Alain Houpert ajoute, ce sont eux les vrais héros de Notre-Dame. Honneur à eux. Et oui, ils ont reconstruit Notre-Dame. Mais qui a-t-on vu durant toute la cérémonie, sous toutes les coutures? Macron, 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 jusqu'à la nausée. Un petit rappel s'impose. Le pervers narcissique au travail a tendance à attribuer à sa seule personne des mérites collectifs et à l'inverse, à se déresponsabiliser et à reporter systématiquement ses erreurs sur les autres. Et c'est ainsi que Macron a organisé cette cérémonie à sa gloire afin d'effacer tous ceux qui ont été les vrais artisans, dans tous les sens du terme, de sa reconstruction. Et quel enfumage! Macron, avocat de l'art français. Petit rappel, Emmanuel Macron, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Londres, le 21 février 2017. Macron ne découvre l'art français que s'il peut l'instrumentaliser à sa propre gloire. Cette cérémonie d'ouverture fut donc un show Macron, que l'on a du mal d'ailleurs à qualifier. Parfois cela ressemblait à une fête privée, voire un mariage, mais ce fut surtout un meeting politique. Voilà, cela ne ressemblait en rien à une réouverture de cathédrale. Prenez par exemple cette image où Emmanuel Macron accueille tous les invités, ces VIP, j'y reviendrai. Qu'est-ce qu'elle nous suggère? Que Macron est comme le propriétaire de la cathédrale, que c'est son œuvre. Pervers narcissique au carré. Et lorsque tous les invités sont enfin assis, les Macron entrent en dernier, derrière qui? L'archevêque. Puis l'archevêque leur cède la place, il disparaît et Emmanuel Macron entre dans l'église avec les caméras sur lui. Il va donc au premier rang, cela évoque évidemment un mariage, comme s'il montait à l'autel. Tout cela est d'un spectacle ubuesque, Macron est la seule star de cette cérémonie. Pervers, psychopathe, je vous laisse les qualificatifs. Mais cette image résume Emmanuel Macron. Rien n'existe pour lui à part Emmanuel Macron. Toutes les limites du droit, de la décence, de la bienséance sont bafouées dans ces images. Et l'impensable arrive pour cause de pluie. Macron monte à la tribune et prononce un discours. Le poudré a donc encore gagné. C'est incroyable. C'est un scandale de plus, une entorse à la laïcité et le moyen pour cet être vide de voler un moment collectif pour en tirer un profit personnel. Le pire, ce n'est pas lui, c'est sa cour et tous ceux qui n'ont rien dit. Philippe Béchade rappelle, en 700 ans, aucun chef d'État, prince de haut rang, monarque de droit divin, empereur, chancelier intergalactique ou envahisseur reptilien, n'a jamais enfreint cette règle. Seul un membre du clergé peut prendre la parole dans cette enceinte sacrée. Macron transgresse tout. Et son discours, mon Dieu, quel supplice! Oui, son discours de sa voix d'acteur raté, avec son pathos à la BHL, ses comparaisons grotesques, tout cela était insupportable à entendre. Et les hommes d'État français qui ont cautionné cette infamie, cette attaque à la laïcité par exemple, sont à mon sens les plus coupables. L'enfer devait être bien vide. L'enfer est vide, tous les démons sont ici. Il y a en effet
Assis sur ces bancs, un nombre incalculable de menteurs, de manipulateurs, de destructeurs de la France, de mises en examen, de prises illégales d'intérêt, de condamnés, qu'en effet l'enfer doit être vide. Quelques polémiques durant cette cérémonie, et notamment la tenue qui a été conçue par le couturier Jean-Charles de Castelbajac. Certains ont vu le jeu Uno, d'autres Google Chrome. Moi, j'y vois bien autre chose. Je rappelle que le goût français empêche normalement plus de 2 couleurs. Et si vous regardez les costumes traditionnels des archevêques, ils ne sont jamais bariolés de cette manière-là. Oui, le costume de l'archevêque renvoie à celui du serviteur de la comédie au XVIIIe siècle, Arlequin. Macron a un costume sobre, l'archevêque a un costume bariolé. Donc l'archevêque est le serviteur d'Emmanuel Macron. L'effet est saisissant. Le sacrilège du discours, l'habit ridicule de l'archevêque, on est bien, dans une certaine mesure, dans la suite de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Autre tenue qui a suscité l'indignation, celle de Zelensky. Il est apparu avec sa veste militaire, kaki et débraillée. Lui aussi ne veut pas quitter son costume de comédien, même pour une cérémonie officielle dans une cathédrale. Honteux. Le dernier mot pour Nicolas Bavray. Le pape François a parfaitement raison de ne pas se rendre à la cérémonie à Notre-Dame. Nicolas Bavray qui déplore une mise en scène d'Emmanuel Macron qui revêt un caractère indécent et déplaisant. La vedette de la réouverture de Notre-Dame de Paris, c'est Notre-Dame de Paris et le pape François ne souhaitait pas détourner le regard vers lui à cette occasion. Éric de Moulin-Beaufort. Président de la conférence des évêques. Mais pourquoi Macron a-t-il tant besoin de toutes ces mises en scène? Eh bien, vous le savez, c'est pour détourner le regard des Français de l'essentiel et notamment qu'il est devenu illégitime aux yeux du plus grand nombre. D'après un sondage, 11% des personnes interrogées ont répondu avoir été convaincues par l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir à la télévision. Nous étions le 7 décembre. C'est fascinant. Voilà un excellent sujet pour les psys. Et plus de 63% chez Taluna souhaitent la démission d'Emmanuel Macron. Ils sont 64% chez Lab. Un dessin qui résume le tout. Il aura reconstruit Notre-Dame en 5 ans et démoli la République en 6 mois. Macron doit aussi cacher qu'il aura 4 premiers ministres en une année, peut-être 5 en 18 mois, avec autant de ministres. Souvenons-nous, gouvernement Elisabeth Borne, gouvernement Gabriel Attal, gouvernement Michel Barnier. Et on attend celui qui va être nommé dans les jours prochains, qui ne dépassera pas juin 2025. La France est ruinée. Elle n'existe plus sur la scène internationale, elle n'est plus respectée. Van der Leyen vient de signer les accords du Mercosur avec la complicité de Macron et de ses sbires. Et pour cacher leur complicité, que font-ils? Ils mentent en chœur. Comme Gabriel Attal, qui accuse le Rassemblement national d'être responsable de cet accord du fait de la motion de censure. Réponse de Jean-Philippe Tanguy. Ce misérable menteur de Gabriel Attal prend les Français pour des imbéciles. La visite de Van der Leyen était organisée depuis des semaines. L'accord était finalisé dans le dos des Français. On ne réunit pas l'ensemble des chefs d'État du Mercosur en 24 heures. Ridicule manipulation. Elisabeth Borne, la Commission européenne vient d'annoncer la conclusion d'un accord entre l'Europe et le Mercosur. Le Rassemblement national savait pertinemment que voter une motion de censure affaiblirait la position de la France dans la négociation. Le sommet du Mercosur était prévu depuis plusieurs mois. La signature du traité était envisagée, annoncée depuis plus de 15 jours. Et la censure du gouvernement en France n'a donc pas entraîné l'accélération de ce traité souhaité par l'Allemagne et Madame van der Leyen. Une ex-premier ministre, Elisabeth Borne, qui enchaîne les infox sans beaucoup d'intelligence ni de décence après le blocage des cartes vitales. Maintenant, la signature du Mercosur et après, quel autre infox du même acabit? Une bande de peintres qui a ruiné les comptes de la France et dont on attend toujours les explications à ce propos. Et ces socialistes sont rejoints par les LR. Bel ami, le Mercosur a été signé aujourd'hui. Ceux qui ont privé la France d'un gouvernement dans cette période critique ont une lourde responsabilité. Mais ce n'est pas fini avec les agriculteurs. Nous nous battrons pour faire comprendre au Parlement le risque qui pèse sur l'Europe. Sale petit, chacun
pourra mettre le nom qui lui convient. Ce que tu dis est un mensonge. L'adoption du traité n'a strictement rien à voir avec la censure. Va au bout de la trahison de tes électeurs, rejoins Renuisance, va lécher les pompes du Poudré, postule pour Matignon. Le parti de Bellamy a confirmé Van der Leyen qui approuve ce traité. Le président de la République peut s'opposer au traité en participant au Conseil européen. La bataille du Mercosur n'est donc pas terminée. Et puis dans leurs mensonges, ils s'appuient sur l'ignorance manifestement des Français. Parce que Barnier est toujours Premier ministre. Il est certes démissionnaire, mais il est toujours Premier ministre jusqu'à ce que son successeur soit nommé. Et Macron était en Arabie lorsque Pustula s'est envolé pour Montevideo pour signer justement les accords du Mercosur. Et c'est Macron qui peut s'opposer à Pustula en tant que président, ainsi que tous ses députés. Mais cela ne va pas être facile. Valérie Hayé a fait un gros câlin à Pustula lorsqu'elle a été réélue. Bellamy a soutenu Pustula à sa réélection, ainsi que Manon Aubry. Quant à Emmanuel Macron, il est très proche de Pustula. Bien, puisqu'on parle de Pustula, je vais faire une petite digression avec Frédéric Baldan. On attendait le compte-rendu justement de la justice belge. Le Belge qui a porté plainte, donc Frédéric Baldan, contre Van der Leyen suite au Pfizergate demande son renvoi correctionnel. La Chambre du Conseil de Liège a examiné vendredi l'affaire concernant une plainte déposée en 2023 par le Belge auprès du parquet de Liège à l'encontre de Mme Van der Leyen pour usurpation de fonctions et de titres, destruction de documents publics et prise illégale d'intérêts et corruption. L'affaire a fait l'objet d'une remise sine die en raison d'un problème de procédure. Et voilà, c'est reporté. Le juge d'instruction a en effet refusé de se présenter car il a compris que les débats n'auraient pas lieu, l'affaire ayant été entravée par le parquet européen qui n'a volontairement pas effectué une série de démarches, a indiqué samedi Frédéric Baldan qui pointe toutefois un élément positif. Au moins, cette audience aura permis aux victimes d'avoir accès au dossier d'instruction, nous donnant des compléments d'information. Le 6 janvier 2025, date à retenir. Le dossier passera devant la Chambre des mises en accusation où un contrôle de l'instruction sera réalisé. Frédéric Baldan et Diane Prota considèrent pour l'heure que les infractions sont constituées et qu'ils possèdent les éléments matériels suffisants à charge pour démontrer que ces infractions ont bien été commises par les parties en cause. Mais revenons à notre UMPS qui fait front commun contre le Rassemblement national dans l'affaire du Mercosur. Eh bien, ils ne font pas front commun seulement dans cette occasion. Wauquiez, élu avec les voix de la France insoumise, dénonce le Rassemblement national qui a voté la censure avec la France insoumise et le PS. Mais le lendemain, Wauquiez négocie avec le PS pour gouverner, oui, pour soutenir Emmanuel Macron. Ah, vraiment, Wauquiez, c'est la petite main de la gauche et la honte de la droite. La même chose pour Bellamy. En juin 2024, Bellamy affirmait, suite à cette vidéo, qu'il n'y aurait ni coalition ni alliance avec Renaissance et qu'ils étaient des opposants. Qui disait donc vrai? Qui trompait qui? Aujourd'hui, allié des macronistes officiellement, ils cherchent à s'unir avec le Parti socialiste. Chez certains LR, c'est la consternation, notamment Bruno Retailleau. Suite à l'annonce de Retailleau, qui ne veut aucune compromission avec la gauche socialiste, les LR ont fait un communiqué en ne mentionnant pas Retailleau et montrent qu'ils sont ouverts à une alliance avec le Parti socialiste. Ah, ils ne veulent pas de la France insoumise, ni du programme du nouveau Front populaire, mais juste avoir des collègues socialistes. Regardez les signataires, Wauquiez, Darnaud, Bellamy, Genevard et Tabarot. Les Républicains sont disposés à participer à un gouvernement d'intérêt général, comme ils l'ont fait sous la responsabilité de Michel Barnier. Cette décision ne peut être prise par notre famille politique qu'une fois connu le plan d'action du prochain gouvernement. Peut-on trahir plus profondément ses électeurs? Géorgie. Une vague massive de policiers anti-émeutes balaie les rues en Géorgie pour empêcher les émeutiers soutenus par l'Union européenne de détruire le pays. Contrairement à la Roumanie, la Géorgie ne cède pas aux menaces de Bruxelles ou de Washington. C'est ainsi que l'on défend la démocratie. Mais que se passe-t-il en Roumanie? Si j'en crois les sondages, Călin Georgescu est largement en tête. Il est crédité de plus de 63% des intentions de vote. Oui, mais coup de théâtre, la Cour constitutionnelle
annule le premier tour des élections présidentielles. C'est un véritable coup d'État. Aujourd'hui la Roumanie et demain la France. Le coup d'État de la Cour constitutionnelle de Roumanie qui annule l'élection présidentielle parce que le résultat risquait de déplaire à l'Union européenne est un épisode de plus dans les manœuvres de l'Union européenne contre la volonté des peuples. Cela devient très inquiétant. Après l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, voici maintenant la Roumanie. Mais comment peuvent-ils annuler une élection? Sur quels critères? Le journal L'Imonde. En Roumanie, la Cour constitutionnelle annule le premier tour de l'élection présidentielle du fait de graves manipulations sur TikTok. Cette décision est prise au lendemain de la déclassification de documents du renseignement national faisant état d'une opération d'envergure sur TikTok en faveur du candidat pro-russe. Călin Georgescu, arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle à la surprise générale. TikTok? Mais de qui se moque-t-il? C'est le réseau préféré des adolescents de 13 à 17 ans. Ça fait pas très sérieux. D'autant plus, bien évidemment, que ces documents ne sont pas fournis à la presse. Ils sont donc à prendre avec des pincettes. Comme ils se sont ridiculisés avec cette histoire TikTok, ils en remettent une couche. France Info. Georgescu a surgi de nulle part. C'était une manipulation. La décision d'annuler la présidentielle en Roumanie est largement saluée à Bucarest. Ils font très fort sur France Infox, 2 mensonges en une seule phrase. Faux, Călin Georgescu a bel et bien un parcours politique reconnu en Roumanie. Il suffit de taper sur Wikipédia et on a sa carrière politique. Candidat au poste de Premier ministre du Parti démocrate libéral en 2011, alors que son nom figure sur une liste de potentiels Premiers ministres, il décline la proposition. En 2012, après la démission d'Émile Boc, son nom est de nouveau cité au sein du Parti démocrate libéral. En 2020, après les élections parlementaires de 2020, son nom est proposé par l'Alliance pour l'unité des Roumains, AUR, pour occuper le poste de Premier ministre. Il est de nouveau proposé en 2021. France Infox nous avait dit que Călin Georgescu était un candidat sorti de nulle part. Il a failli être 4 fois Premier ministre. France Infox affirme que Bucarest se félicite de la suppression de ce premier tour. C'est pas tout à fait juste. Elena Lasconi, la candidate européiste qui devait être opposée à Georgescu, fait montre d'une rare honnêteté à propos de l'annulation du scrutin du premier tour. Elle dénonce la destruction de la démocratie. Mais pourquoi hostile ce genre de choses? Parce que cela se voit. Parce qu'il y a tout simplement le feu à la maison Europe. La Roumanie est une pièce maîtresse dans le dispositif européen et otanesque. Pour ces européistes, atlantistes, hors de question de laisser un candidat anti-Union européenne. Tous les pays votent les uns après les autres contre l'Union européenne. Ils n'ont plus que la force et l'ingérence pour se maintenir au pouvoir. En une seule journée, on a vu ce que c'est que l'horreur de l'Union européenne. Un coup d'État sur Pfizer, l'audition a été reportée. Un coup d'État en Roumanie, l'élection a été annulée. Un coup d'État sur l'agriculture. Pustula vient de signer le Mercosur. Oui, la seule solution, c'est de sortir de l'Union européenne. Bien dit Florian Philippot, mais il faut ajouter à cette énumération les manifestations organisées par les atlantistes en Géorgie. Et il ne faut pas oublier également la situation en France. Le ministère public a demandé une peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis, et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Si les juges appliquent ces peines, Marine Le Pen sera privée de la possibilité de se présenter en 2027. Et peut-être même en 2025, parce qu'il y a toujours des rumeurs de démission d'Emmanuel Macron. Nous savons tous que ce verdict est politique. Je vous renvoie à mes entretiens consacrés à ce numéro. Autre coup de théâtre, mais cette fois-ci au Moyen-Orient. En direct, les rebelles annoncent la fuite du tyran Bachar al-Assad après la prise de Damas. Le président syrien s'est envolé vers une destination inconnue depuis l'aéroport international de Damas, abandonné par l'armée et les forces de sécurité. Le Premier ministre s'est dit prêt dimanche matin à coopérer pour toute procédure de passation. La Syrie risque de connaître un scénario à la libyenne avec des islamistes au pouvoir. C'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec un personnage que je n'ai pas encore évoqué. Trump domine et humilie totalement Emmanuel Macron. Bien joué! Et la presse étrangère titre sur Donald Trump et sa poignée de main. Oui, Donald Trump a éclipsé Macron Caligula. L'ego de Manu doit saigner. Et les réseaux sociaux, vous vous en doutez, s'amusent.
Première photo après la rencontre de Macron avec Donald Trump. Et d'ailleurs, qu'ont fait tous ces invités après la cérémonie d'ouverture de Notre-Dame? Eh bien, ils sont allés à un banquet onéreux aux frais du contribuable. Courtisanerie. Dans l'excellent documentaire La bataille de Notre-Dame, passé hier soir sur LCI, on apprend que c'est une décision d'Emmanuel Macron qui a sauvé Notre-Dame lorsqu'il a autorisé, sur proposition du général Gallet, l'intervention d'un commando de pompiers dans la tour nord de Notre-Dame. Quand la courtisanerie atteint avec Bresson des niveaux qui relèvent bien évidemment de la psychiatrie. Le retour de notre pervers narcissique et ses courtisans. Certains se moquent évidemment de Mike Bresson. Si seulement il avait été présent, Macron, à New York le 11 septembre 2001, il sauvait les tours du World Trade Center. Ça tient à peu de choses. Verity, le mégot de cigarette qui a mis le feu à Notre-Dame appartenait à un pangolin. Oui, je ne vois pas d'autre solution. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt. Au revoir.